Et ben, je crois qu'on a pas mal de monde, hein. On peut peut-être Bah ouais, démarrer. hein. Moi, je suis très content aujourd'hui de recevoir Toinon. Dans l'audience, il y a a priori beaucoup de gens qui sont des clients de nos CRM. On va parler de prospection de LinkedIn. Il y a évidemment des gens qui ne sont pas des clients de nos CRM également. Donc, le déroulé va être assez simple. Je vais faire une rapide présentation de nos CRM pour les gens qui ne connaissent pas, montrer très vite aussi. Je vais essayer de vraiment pas m'apesantir ce qu'on peut faire entre nos CRM et LinkedIn aujourd'hui. Et ensuite, je vais laisser la parole à notre star du jour, Toinon Georget, qui est le CEO de Vraiment. Walaxy, un grand spécialiste de la prospection et qui va vous montrer voilà, comment on génère des leads, comment on trouve des prospects hyper qualifiés, comment les engager, parler un peu de ce qu'on a fait ensemble entre nos CRM et Walaxy. On est bon, Toinon? On est tout bon, c'est parti. Allez, allons-y. Alors, nos CRM, rapidement, nous, on est un logiciel de prospection commerciale en SaaS et la vraie idée, c'est d'aider les commerciaux depuis la création, premier contact, voire même avant le premier contact avec une opportunité jusqu'à la conclusion de l'affaire. On est une société française, mais on est très international. On a des clients dans 80 pays. On est disponible en 6 langues et on s'adresse essentiellement aux TPE-PME avec entre 1 et 30 commerciaux. Pourquoi est-ce qu'on a créé nos CRM rapidement? Tout le monde est d'accord que les équipes commerciales ont besoin d'outils pour vendre. Voilà, ça, c'est acté. Tout le monde a bien compris que le cahier ou Excel, ça avait des limites, mais on a beaucoup de mal à faire évoluer ça, beaucoup de peur du changement. Et en fait, on s'aperçoit que les CRM ne sont pas conçus pour les commerciaux. Donc, c'est pour ça qu'on a créé nos CRM. Pourquoi? Parce que nous, on pense que la vente, c'est avant tout un processus. C'est-à-dire que ce qui est bon pour un commercial, c'est d'avoir un outil qui est focus sur la vente et qui n'est pas un outil de saisie de données où on va perdre plein de temps à renseigner des informations qui vont intéresser le marketing, qui vont intéresser l'administratif, les managers, mais pas les commerciaux. Donc, l'intérêt de nos CRM, c'est vraiment savoir quelle est la meilleure prochaine action à faire pour closer des deals tous les jours. Voilà. Et tout ça en donnant des informations au directeur commercial pour qu'il puisse améliorer ses équipes. Donc, nos CRM, c'est avant tout un outil facile à utiliser qui est focus vente pour un meilleur taux d'adoption, sur lequel il y a toujours une prochaine action. Ça, je vais revenir très vite dessus. C'est ça qui assure un très haut taux de closing des affaires. On augmente son taux de closing. Évidemment, comme on est français, on a un support et un centre d'aide en français pour vous aider. Alors, quand je disais qu'il y a toujours une prochaine action, ça, c'est vraiment le cœur de nos CRM. Quand vous créez une opportunité dans nos CRM, elle est soit à faire maintenant, soit à faire plus tard, mais il y a toujours une prochaine action. Vous ne pouvez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas oublier une relance. Et c'est ça le plus important dans le métier de commercial, c'est savoir quand est-ce qu'on relance son prospect, ce qu'on s'était dit avant, et ce qu'on veut dire maintenant et quelle est l'étape à laquelle on veut faire avancer. Voilà, donc ça, c'était l'intro, nos CRM. Si vous voulez plus d'informations, www.noscrm.io, vous avez tous les éléments. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement à nouveau. Non, ça, c'était le slide d'après, quand je passe la parole à toi. Non, sur la partie nos CRM et LinkedIn, qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis en train de partager mon écran. Est-ce que ça partage aussi ma Non, page on ici? est sur tes Non, slides pour on l'instant. est toujours sur mes slides. Donc, je vais arrêter le partage et je vais redémarrer le partage. Partager l'écran et je vais démarrer le partage de mon Chrome. Voilà. Donc, ici, j'ai une page. Donc, ça, c'est vraiment mes opportunités à traiter. Donc, et par exemple, ici, j'ai une opportunité qui s'appelle Jamspot. Si je clique sur l'opportunité Jamspot, on voit qu'ici, j'ai un petit bouton LinkedIn. Alors, ce bouton LinkedIn, il a deux comportements. Un premier comportement, c'est que si il n'y a pas de lien LinkedIn là-dedans, quand je vais cliquer, ça va faire une recherche sur LinkedIn avec les éléments qui sont donnés. Là, je vais trouver la page d'Alain Garnier et je vais pouvoir aller sur la page d'Alain Garnier. Ça, c'est la première utilisation de l'outil. La deuxième utilisation, ça va être si jamais, évidemment, dans une page, j'ai l'information sur la page LinkedIn. Quand je vais cliquer sur le bouton LinkedIn, voilà, on va directement sur la page de la personne. Donc ça, c'est vraiment le petit bouton LinkedIn à l'intérieur de l'application de CRM. Ça permet de faire plus facilement ses recherches et d'arriver plus facilement au bon endroit. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le lead clipper. Donc, si je suis sur la page de quelqu'un, donc là, par exemple, je suis sur la page de Fabrice Saint-Zel qui fait partie de mon réseau, j'ai un petit bouton ici, plus opportunité. Et quand je vais cliquer dessus, ça va venir récupérer les informations sur cette page et me proposer de créer une opportunité directement dans nos CRM. Donc, je peux la créer ici. Et hop, maintenant, j'ai une opportunité qui est créée. Si je vais sur mon compte, voilà, je trouve ici l'opportunité Fabrice Saint-Zel. Et vous voyez ce que je vous disais, elle est à traiter aujourd'hui. Donc, je dois tout de suite faire quelque chose. Donc, je vais pouvoir, par exemple, envoyer un petit message à Fabrice et ensuite
je vais passer cette opportunité en attente jusqu'à la prochaine action. Et c'est ça qui fait la force de nos CRM, cette capacité à créer très vite des opportunités et à les relancer. Bon, voilà, ça, c'est les intégrations de nos CRM avec LinkedIn. Vous voyez que c'est intéressant, mais ce n'est pas non plus incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Toinon, et Toinon qui va nous parler de la prospection sur LinkedIn et de ce qu'on peut faire pour tout d'un coup faire exploser sa prospection commerciale. Toinon, la parole est à toi. Cool, merci. Ça va être moi qui vais partager mon écran. Euh, Moi, l'idée, c'est pas forcément de vous parler des outils, mais surtout de vous parler des méthodes. En fait, on a tendance à… Les premières erreurs qui sont faites quand on se lance dans la prospection en général, c'est d'aller chercher des outils en disant quel est le meilleur outil. En fait, il n'y a pas de meilleur outil, il y a un outil qui correspond à vos besoins. Comme vous avez HubSpot et nos CRM, ça ne répond pas aux mêmes besoins. Et donc, vous n'allez pas les utiliser de la même manière, vous n'arrivez pas avec les mêmes cas d'usage. Et donc, l'idée, c'est vraiment de parler comment on génère des leads et comment on utilise les bonnes méthodes. Et après, les outils s'adaptent aux méthodes et pas l'inverse. C'est un truc qui est assez fondamental et sur lequel j'aurais bien l'occasion de revenir sur le plan. Donc, l'idée, moi, c'est de vous expliquer un peu quelles sont les bonnes pratiques. Je vais d'abord expliquer vite fait pourquoi on peut utiliser LinkedIn en prospection et quel est l'intérêt. Et ensuite, vous donner un peu les 3 piliers d'une bonne prospection et comment on déroule ça vraiment de manière concrète avec un peu les erreurs à éviter. J'aime bien du coup générer les leads sur LinkedIn facilement. Donc, nous, notre positionnement, c'est vraiment de rendre la chose la plus facile possible via notre outil. Pourquoi LinkedIn? Rapidement, je pense que je n'ai pas besoin de convaincre grand monde que LinkedIn, c'est le meilleur réseau social pour faire de la prospection aujourd'hui en B2B. Déjà, vous avez quasiment tous les décideurs de la planète dans les grandes industries qui sont là, donc qui sont accessibles, qui ont un profil public avec une donnée qui est mise à jour par eux-mêmes. Donc, vous n'êtes pas en train d'acheter une base de données mise à jour par une boîte privée qui potentiellement a scrappé les données il y a 3 ans, 10 ans et où elles sont complètement obsolètes. Vous avez la chance que LinkedIn étant un réseau social professionnel, c'est aussi le CV public des personnes. Et donc, les données sont vite mises à jour. Ce qui permet d'avoir des données qui sont actualisées et qui sont assez quali, puisque c'est l'utilisateur qui les saisit lui-même et qui va en faire la base de données, on va dire, la plus qualitative et la plus à jour sur le marché. Et on peut prospecter sans aucune compétence technique si on compare au cold email ou même au l'appel à froid, qui sont des exercices qui sont plus difficiles. LinkedIn, finalement, on va entrer en contact avec des gens sur un réseau social, on va créer une conversation, ouvrir des discussions. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible techniquement parlant que d'autres stratégies de prospection. En sachant qu'aujourd'hui, 80% des leads générés en B2B sur les réseaux sociaux le sont sur LinkedIn. Donc, on est vraiment sur le canal qu'il faut savoir exploiter. Une petite stat que je trouve intéressante, c'est qu'en moyenne, sur une campagne de prospection, on est autour de 33% de réponses, ce qui est quasiment 10 fois supérieur, donc sur LinkedIn, pardon, à des campagnes de cold email sur les moyennes qu'on a en cold email. Alors évidemment, on peut avoir mieux sur cold email, on peut avoir mieux sur LinkedIn. Mais voilà, dans les ordres de grandeur, vous allez avoir besoin de contacter 10 fois moins de monde pour obtenir les mêmes résultats. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui rend le canal pertinent et efficace. Avant de se lancer, je vois beaucoup de gens se dire, OK, je vais prospecter sur LinkedIn, je prends un outil d'automatisation et ça y est, je lance ma campagne. Et en fait, il manque une petite réflexion en amont. On veut aller vite, on se dit, il y a des outils qui automatisent, donc on veut faire vite, on veut dérouler le plus vite possible sa campagne, commencer. Et c'est souvent une grosse erreur parce qu'on va se retrouver à envoyer les mauvais messages aux mauvaises personnes. Et ça s'appelle tout simplement du spam. Et ce n'est pas du tout l'objectif d'une stratégie de prospection efficace. Donc, il y a quelques basiques à maîtriser avant de se lancer dans la prospection LinkedIn. Le premier, ça va vraiment être celui de connaître son persona. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme de persona, c'est finalement sa cible, son audience, mais on va essayer de la faire incarner par une personne type. Donc, ça va être Michel, 43 ans, directeur commercial dans une entreprise de 15 à 20 personnes, qui a telle passion dans la vie, etc., et qui a telles attentes. Et on va essayer, dans cette construction du persona, de définir exactement quels sont les problèmes qu'on lui résout, quelles sont ses attentes sur la solution, pourquoi il recommanderait la solution plus tard, pourquoi il serait susceptible de quitter notre solution plus tard. Et c'est ces éléments-là qui vont nous permettre ensuite de savoir à qui on s'adresse et avec quel message, qui sont vraiment les éléments clés. Une fois qu'on a défini ça, il va y avoir un premier travail d'optimisation de son profil LinkedIn. Je vois des gens prospecter sans photo de profil, je vois des gens prospecter avec des titres qui n'ont pas de sens. Quand vous allez prospecter des gens, vous allez contacter des gens sur LinkedIn, votre profil, c'est votre première étape de votre funnel de vente. C'est la page de vente, en fait. C'est la première page de vente. Et c'est celle-là qui va définir souvent si la personne elle vous accepte dans son réseau, qui est un élément essentiel à la suite de votre prospection. Donc, vous avez intérêt à optimiser ça. Et pour optimiser ça, on va chercher à adapter le discours. Dans les basiques, je ne rentre pas dans le détail d'optimiser son profil.
on pourra vous partager un article sur le sujet. On va chercher à avoir une photo de profil pro, une bannière visuelle assez sympa avec potentiellement une petite headline, un petit discours rapide qui explique la proposition de valeur et surtout sur votre titre, qui vous êtes et potentiellement ce que vous faites, pas ce que vous vendez, mais le problème que vous résolvez ou l'apport de valeur que vous avez. Donc, si vous vendez une prestation pour gérer, vous êtes coach en développement personnel et vous aidez les gens à gérer votre stress, à gérer leur stress, vous allez mettre dans votre headline réduisez votre stress par 3 grâce à notre méthodologie en moins de 5 semaines. Et on va essayer de pitcher la proposition de valeur pour que toutes les personnes que vous contactez qui sont sujettes au stress se disent ah ouais, réduire son stress par 3 en 5 semaines, ça m'intéresse, on entre en contact. Donc, ça va être vraiment une étape importante. Et ensuite, il faut être capable de construire la suite de son funnel. Donc, pareil, votre profil LinkedIn doit être optimisé pour ça. Je ne rentre pas dans le détail, mais on va bien préciser ce que vous faites, mettre des liens vers votre site et avoir un funnel qui soit du coup optimisé, c'est-à-dire un site qui, pareil, apporte une continuité dans le message, donc qui soit clair, qui soit beau, qui soit responsive, tout ce qui va permettre de convertir la suite, puisque si vous contactez des gens qui sont intéressés, mais derrière, vous n'avez pas la bonne manière pour récupérer les leads, souvent, vous allez juste contacter des gens qui vous allez perdre en fait, et c'est quand même dommage. Et enfin, c'est la suite, être OP pour close le deal, c'est un peu à l'américaine, mais en gros, c'est avoir un outil comme nos CRM ou avoir des bonnes méthodologies qui vont vous permettre d'amener un prospect intéressé jusqu'à la fin de la vente, donc arriver à l'activer et à en faire un client, qui est finalement l'étape qui est le plus dur, c'est d'intéresser quelqu'un. Une fois que la personne est intéressée, il faut arriver à l'amener au bout du process. Et donc, c'est dommage de contacter des gens intéressés et de ne pas leur laisser l'option d'aller à l'étape suivante. Donc, ça, c'est les petits basiques qu'il faut bien se remémorer et valider avant de se lancer dans une campagne de prospection sur LinkedIn. Moi, j'aime bien définir les 3 piliers de la prospection sur LinkedIn comme le bon message à la bonne personne au bon moment. Le bon moment, c'est l'élément le plus dur parce que potentiellement, vous n'avez aucune idée de quel est le bon moment. Je reviendrai un petit peu dessus après. Mais on va surtout essayer d'éviter le mauvais moment. C'est-à-dire que si vous avez une cible qui a une certaine saisonnalité, on ne va jamais contacter les comptables au mois de janvier, février parce qu'ils sont en train de faire les bilans et ils ne seront pas du tout réceptifs à ce que vous avez à leur vendre. Donc, on va essayer d'éviter les mauvais moments en fonction de la saisonnalité. Et ensuite, les 2 autres éléments clés, ça va être le bon message à la bonne personne. Ça, finalement, c'est des éléments classiques sur de la prospection, en fait. On n'est que sur des éléments qui sont très classiques sur la prospection, mais en fait, je reviens dessus parce que moi, je constate qu'il y a énormément de gens qui font ces erreurs, qui se lancent tout de suite la tête la première dans une campagne sans se poser ces questions-là et qui finalement se retrouvent avec des campagnes qui n'ont pas de résultats et qui même des fois leur portent défaut parce qu'elles se retrouvent à spammer des gens en fait. Quand on a des gens qui ne sont pas les bonnes personnes avec un message complètement absurde et en fait, on se retrouve dans une situation qui n'est pas du tout positive ni pour eux ni pour les prospects. C'est pas parce qu'on est sur LinkedIn qu'il faut oublier les basiques, quoi. C'est ça. En fait, il y a une problématique avec l'utilisation des outils, c'est qu'elles font abstraction des humains qu'on contacte. C'est-à-dire que parce qu'on n'est pas en train d'appeler des gens au téléphone, qu'on n'a pas de contact direct avec la personne, on se retrouve avec des profils et du coup, ça désincarne l'aspect humain des personnes qu'on contacte. Et donc, on a ce truc de j'envoie des invites sans se mettre à la place de la personne qu'on a en face. Et en fait, c'est cet exercice d'empathie dans la vente et dans la prospection qui va changer significativement les performances de vos campagnes. Et ça, c'est un truc, vous verrez, c'est un peu ma trame, mais je vais revenir plusieurs fois dessus. Juste une petite aparté. Donc aujourd'hui, sur LinkedIn, je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus, je vais beaucoup parler sur cette slide, mais vous avez 2 grandes manières, selon moi, de cibler des prospects sur LinkedIn. Vous avez ce qu'on appelle le ciblage informationnel. Donc aujourd'hui, vous avez votre futur décideur, la personne que vous voulez contacter, qui saisit ses données sur LinkedIn. Elle se met directeur commercial, elle met son entreprise, donc on a sa taille d'entreprise, on a sa région, etc., qui sont des données qu'elle saisit, qui sont statiques et qui vous donnent, moi, ce que j'appelle un ciblage informationnel, c'est-à-dire très base de données, tel critère, tel critère, tel critère. Ça, c'est une donnée qui est intéressante, qui va vous donner beaucoup de résultats. Pour y accéder, souvent, on va utiliser la recherche LinkedIn ou, si possible, la recherche Sales Navigator, qui est l'option de recherche avancée LinkedIn et qui vous donne beaucoup plus de filtres, beaucoup plus de granularité et que moi, je recommande si vous voulez vraiment avoir des campagnes qui sont qualitatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une recherche LinkedIn basique, on a quasiment 50% de faux positifs. C'est colossal. C'est-à-dire que quand on fait une recherche LinkedIn, si je tape directeurs commerciaux dans la région de Montpellier, je vais avoir quasiment 50% des gens qui ne sont pas directeurs commerciaux. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'ils n'apparaissent pas dans la première page de recherche. Et donc, quand on va utiliser un outil, c'est pareil, on va dire « Ah, bah c'est bon, j'ai dans mes 10 premiers résultats,
j'ai 10 directeurs commerciaux, c'est bon, ma recherche, elle marche, boum, je récupère les profils de la recherche et je les envoie. Sauf que si Oui, vous dans vous le chat, aventurez… il y Comment, a France vas-y? qui disait ça. France elle a un profil. En fait, elle se retrouve avec plein d'étudiants. Elle ne sait pas comment faire, quoi. Ouais, exactement. Si vous voulez, dans la partie Q&A, je vous montrerai 2, 3 tips pour le faire et on pourra partager un article. Je vous ferai un partage d'écran sur les bonnes pratiques pour ça. Je vais dérouler plus la presse et après, on revient en détail sur les trucs si vous voulez des petits exemples. Mais du coup, sur cette page de recherche, voilà, 50% de faux positifs. Et quand vous vous aventurez à la page 8, 9, 10 et plus, vous vous rendez compte que vous avez des gens qui n'ont rien à voir à ce que vous faites, mais vraiment rien à voir. Vous allez avoir des directeurs des finances et des commerciaux tout court, parce que LinkedIn ne fait pas bien la différence. Et donc, il y a un travail de retrait des listes. Pour ça, vous avez juste 2 grandes solutions. Solution 1, vous passez les pages de recherche. Je vous montrerai comment on fait. Et dès que vous avez un profil qui ne correspond pas à ce que vous voulez, vous ajoutez dans votre champ de recherche titre, vous mettez notes et vous mettez le champ que vous ne voulez pas. Donc, par exemple, si je cherche des directeurs commerciaux et que j'ai quelqu'un qui est étudiant dedans, je vais mettre directeurs commerciaux, notes, étudiants. Et ça va exclure tous les étudiants de la recherche. Et en fait, on peut continuer de scroller les pages de recherche plusieurs fois jusqu'à trouver un peu tous les mots-clés qui ne matchent pas avec notre recherche. On va les exclure. Ça va nous permettre d'avoir une recherche qui soit plus quali. Et la deuxième étape, c'est d'importer les profils de votre recherche dans votre outil d'automatisation. Et souvent, dans les outils, en tout cas, c'est le cas sur Wallaxy, vous pouvez refiltrer en cherchant à nouveau par titre. Et en général, ces outils-là sont plus précis et vont vous permettre d'éliminer des profils qui ne matchent pas avec votre recherche, qui va vous permettre de nettoyer vos listes. Et l'idée, c'est qu'avec ces 2 petites méthodes, on va pouvoir atteindre 95% de matching, qui est beaucoup plus intéressant que les 50% qu'on avait initiaux, en imaginant que si vous contactez 100 personnes et qu'il y en a une sur 2 qui ne correspond pas à votre cible, déjà, votre performance maximale de campagne possible, c'est 50%, parce que les autres ne correspondent pas aux gens que vous devez contacter. Donc, vous êtes juste en train de spammer la moitié des gens. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment très important de faire ce travail, d'identifier qui on veut cibler et de segmenter par type, par titre, par fonction, et ensuite de retrier. Et ensuite, vous avez un deuxième ciblage qui est un peu différent, que moi j'appelle le ciblage comportemental. C'est que quand on utilise les réseaux sociaux, on a tendance à laisser des traces. Laisser des traces, c'est quoi? En fait, si demain vous commentez un post sur, je ne sais pas, justement sur la prospection, quelqu'un qui partage ses meilleures pratiques de prospection, il y a de fortes chances que les gens qui commentent ce post soient intéressés par la prospection. Et donc, vous allez pouvoir récupérer les personnes qui commentent ces posts et les ajouter dans une campagne qui va des fois être en général un peu moins directe. On ne va pas chercher tout de suite à engager un process de vente, mais peut-être pour partager, par exemple, un contenu complémentaire. Si moi, vous voyez, je fais des posts sur la prospection LinkedIn, vous voyez un de mes posts, vous prenez toutes les personnes qui commentent et vous leur envoyez un article pour leur dire « Ah, salut, on vient de sortir un article sur les 3 erreurs en prospection, peut-être que ça pourrait t'intéresser. » Vous allez avoir des taux qui sont vraiment intéressants. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez cibler des gens qui ne sont pas forcément identifiables dans leur fonction par leur titre LinkedIn. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas dans les recherches ciblage informationnel parce que, par exemple, leur titre LinkedIn, ce n'est pas directeur commercial, c'est profil de la vie ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'est des profils qui sont souvent beaucoup moins sollicités par les gens sur LinkedIn et qui vont être beaucoup plus réceptifs à vos approches parce que le Alors, toi, fait de… non. Ouais, vas-y. Moi, j'ai une question là-dessus, une question Ouais. peut-être un peu de béotien. Tu dis, je leur envoie un message, mais tu leur envoies un message sans être connecté à eux, parce que Non, tu vois, il y a on cette va question dire que du… je leur envoie une campagne. D'accord. Tu démarres une campagne sur eux Ouais. parce que tu les as identifiés. Tu nous expliqueras après ce que c'est qu'une campagne, quoi. C'est ça, c'est ça. Je vais expliquer maintenant ce que c'est une campagne. Chez nous, une campagne, ça va être en général, ça va partir d'une invitation. Donc, sur LinkedIn, pour envoyer des messages, vous devez être connecté à la personne, donc vous êtes en relation avec elle. Donc, souvent, à partir d'une invitation, qui est la première étape. Et ensuite, quand elle va vous accepter, avec Wallaxy, vous allez pouvoir envoyer ce qu'on appelle des follow-up. Vous allez pouvoir envoyer des relances. Et vous allez pouvoir définir 1, 2, 3, 4, 5 relances avec des messages. Et tant que votre prospect ne répond pas, vous pouvez lui envoyer des relances. Donc, ça va être des messages différents. On abordera rapidement comment construire une séquence avec des messages qui sont efficaces. Et donc, voilà, on va lancer des campagnes. J'utilise le terme campagne au sens général ou message, mais en gros, l'idée, c'est de le mettre dans une campagne basée sur des critères qui vont être liés à ces comportements. Donc, ces comportements, ça peut être commenter un post. Moi, ce que j'adore, c'est aussi rejoindre un événement. Si aujourd'hui, on a fait un événement LinkedIn avec l'inscription pour le webinaire et qu'il y a 300 personnes qui participent à notre webinaire, c'est potentiellement 300 personnes très qualifiées pour quelqu'un qui voudrait cibler des gens qui s'intéressent à la prospection LinkedIn. Donc, c'est des moyens très qualitatif
et qui vont vous rapprocher de ce dont je parlais au début, qui est du bon moment. C'est-à-dire que les gens viennent de marquer leur intérêt pour un sujet. Et donc, c'est potentiellement le bon moment parce que les gens qui viennent de s'inscrire à ce webinaire sont peut-être des gens qui sont actuellement en train de s'intéresser à la prospection LinkedIn. Et donc, vous allez leur pousser un contenu ou une approche qui correspond au bon timing et vous allez avoir des taux qui sont très, très intéressants de réponse. Donc voilà, groupe, les gens qui participent, qui sont membres d'un groupe, les gens qui participent à un événement et les gens qui commandent des posts sont des sources de prospects qui sont largement sous-utilisées et sous-estimées et que moi je recommande, mais qu'il faut souvent manier avec un petit peu de finesse, c'est-à-dire pas arriver avec une approche de bourrin en essayant de vendre à tout prix, mais plutôt en partageant un contenu complémentaire au sujet. Ça marche vraiment très bien. Hop. Mince. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la bonne personne, donc on a choisi effectivement comment on allait trouver la bonne personne, qu'on a construit ces listes. Donc c'est important, je ne vais pas préciser, mais dans la plupart des outils, vous avez la possibilité d'utiliser des listes. On va essayer de bien séparer les typologies de prospects. Si aujourd'hui vous vendez à des directeurs commerciaux et à des directeurs marketing et à des dirigeants, on va essayer de le plus possible segmenter en faisant des listes qui sont entre 300 et 1000 personnes maximum. Et en fait, ça va nous permettre de construire des approches qui sont plus personnalisées. Si on met directeur marketing, directeur commerciaux dans la même liste, quand on va vouloir envoyer une campagne, dans la rédaction de nos messages, on va être obligé de ne pas utiliser le terme parce que ça va être moins précis. Alors que si on a une campagne, une liste avec des directeurs commerciaux, on va pouvoir mettre dans notre approche, en tant que directeur commercial, vous êtes peut-être confronté à ces problématiques. Et donc, on va avoir qui sont plus personnalisés et plus personnalisés égale meilleur résultat. Quelques stats rapides sur un bon message de prospection que nous, on a mesuré parmi nous. Donc, déjà, ce qu'on veut éviter, c'est ça. C'est un peu une blague, mais en fait, la plupart des gens pensent que quand on va prospecter sur LinkedIn, on va vendre. En fait, on ne vend pas. On cherche à générer un intérêt, à éveiller la curiosité, à engager une conversation. Et cette notion de engager la conversation, elle fait toute la différence. C'est que vous n'allez pas vendre sur LinkedIn. Vous allez prendre contact avec des gens et les buts, c'est de les amener dans votre process de vente et qu'ensuite, elles soient dans votre CRM, dans nos CRM et que vous puissiez continuer l'interaction avec eux et arriver jusqu'au closing. Mais un message LinkedIn n'a pas pour objectif de closer, de vendre. Il a pour objectif de générer de l'intérêt et d'engager une conversation pour savoir si ce que vous vendez peut être pertinent par rapport à la problématique de votre prospect. Là, je pense que c'est une des questions qui était assez posée, qui est effectivement difficile. C'est le premier message. Le premier message, c'est très difficile de savoir comment est-ce qu'on ouvre la conversation, quel est le bon, voilà, pour ne pas être lourd, pour ne pas se faire. C'est ça. Je vais vous donner quelques bonnes pratiques après là-dessus. Mais voilà, donc là, j'aime bien moi ce petit mème qui parle de lui-même et qui représente à peu près tout ce que font les gens, 90% des gens en prospection LinkedIn, qui est d'arriver comme des bourrins en disant « Salut, je m'appelle machin et je veux te vendre ça. » Ben non, moi, je ne veux pas te l'acheter en fait, ça ne m'intéresse pas. Quelques chiffres juste sur les bonnes pratiques en prospection. Donc déjà, un message court transforme. Alors quand je dis transforme, nous, notre métrique de réussite, c'est les taux de réponse qu'on génère. Parce qu'on cherche à créer des conversations. Et donc, notre métrique de réussite sur Relaxis, ça va être de générer des réponses. On n'est pas capable aujourd'hui de déterminer si les réponses sont positives ou négatives, mais on sait que plus il y a de réponses, plus il y a de réponses positives. Donc, aujourd'hui, un message de moins de 300 caractères transforme 2 fois mieux qu'un message de plus de 1000 caractères. Donc, on va toujours éviter les messages longs, les gros pavés, les descriptifs de fonctionnalités, tout ce qui est bullet point, on oublie. Tout ce qui est signature de message LinkedIn, on oublie. On est sur un réseau social, on n'est pas en train d'envoyer un email. La personne, elle a déjà vos infos en fait sur votre profil. Elle sait qui vous êtes, elle a votre tête, votre nom, votre titre. Donc ça ne sert à rien de le repréciser. Ça ne sert à rien de commencer votre message en disant « Bonjour, je m'appelle ». Ben oui, c'est écrit sur ton profil LinkedIn. Je m'en fous de savoir comment tu t'appelles. Va direct à l'essentiel. En sachant que vous avez à peu près 7 secondes d'attention sur votre message. Si vous avez commencé en disant « Bonjour, je m'appelle, toi non, et je suis Walaxy », ça y est, la personne, elle ne va pas plus loin. Vous avez usé son attention, ça ne l'intéresse pas, elle n'ira pas à la suite. Je suis assez clivant là-dessus, mais c'est vraiment important de prendre en compte ces choses-là parce que c'est ce qui détermine la performance de vos campagnes ensuite. Rien ne sert de spammer, il faut partir à point. 90% des réponses dans une séquence, donc dans une campagne, ont lieu sur les 2 premiers messages. Et 99% des réponses ont lieu dans les 3 premiers messages. Donc, en général, c'est inutile de faire des séquences de plus de 4 messages, de plus de 3 messages. À partir de 4 messages, vous rentrez dans une situation un petit peu lourde où vous êtes plutôt en train de spammer.
Et bien qu'en cold email, ça puisse être recommandé, sur LinkedIn, c'est un peu différent. Et moi, je ne recommande pas les séquences de plus de 3 messages. Donc, voilà, on va s'arrêter à 3. En général, les réponses que vous avez à partir du quatrième ou du cinquième, c'est s'il vous plaît, arrêtez. Donc, elles ne sont pas très, très intéressantes et pas très, très pertinentes. Et on va plutôt privilégier sur un prospect qui n'a pas répondu au bout de 3 messages, de créer du contenu, de créer des posts LinkedIn qui peuvent répondre à sa problématique et qui peuvent l'éduquer. Mais je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce que c'est vraiment un sujet à part et assez complexe. Je ne vois pas les questions en cours, Sony, mais si tu as des choses qui ne sont pas claires et qu'il y a des gens qui… Tu n'as pas remis ton son là. S'il y a des gens qui posent des questions sur des trucs… J'essaye de poser des questions quand je le vois. Il y a quelqu'un justement qui disait, voilà, Ça marche. les personnes qui ne donnent pas suite, est-ce qu'on les supprime ou est-ce qu'on les garde en attendant comme ça? Qu'est-ce qu'on fait des stocks en fait de gens Ouais, qui… Mais j'essaye de trier de toute façon, t'inquiète pas sur ça les… marche. Bah, pour moi, du coup, pour répondre à cette question, il n'y a pas vraiment de raison de supprimer des gens, sauf si vous avez atteint les 30 000 relations. Ça vous fait un réseau. C'est bête, mais les gens sur le réseau, ils aiment bien voir les abonnés. Or, toutes vos relations sont abonnées avec vous par défaut. Et donc, ça fait de la preuve sociale. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de faire ça. Et potentiellement, si demain, ils voient un post à vous et que ça devient un bon moment, vous avez contacté, ce n'était pas le bon moment, et que moi, ça m'arrive régulièrement, tu contactes des gens, ils ne te répondent pas. Et puis, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, ils ont vu un de tes posts. Et là, ils reviennent vers toi en disant ah, ben, Hmm, en fait, ça m'intéresse. Donc, aucune raison pour moi de supprimer des profils, sauf si vous avez atteint les 30 000. d'accord. Et il y a aussi une question qui doit revenir souvent sur le nombre d'invitations. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Ouais, Le nombre max d'invitations qu'on peut faire par jour, ouais, et problématique de volume. ouais. Donc, le sujet de quota, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, LinkedIn vous limite, euh, quand vous envoyez des invitations manuelles, à 100 invitations par semaine. C'est un quota qu'ils ont mis depuis un peu plus d'1 an. Nous, on a une technique pour contourner cette limite qui fait qu'on vous propose de facilement envoyer 500 invitations par semaine quand vous passez par l'outil. Et ce, en utilisant un petit hack sur LinkedIn, mais qui pose aucun problème de sécurité en fait. Donc aujourd'hui, si vous utilisez la plupart des outils d'automatisation et des systèmes de quotas, en tout cas nous c'est notre cas, qui font qu'on va automatiquement vous mettre des limites journalières, qui font que vous n'allez pas avoir un comportement de robot auprès de LinkedIn et que vous allez maximiser en fait les résultats. Et nous, on définit ces quotas en fonction de ce qu'on connaît de l'utilisation de LinkedIn et des risques, qui nous permet de garantir que vous n'avez pas de comptes qui se font reporter. En tout cas, pas pour des gros envois de volume. Ça dépend aussi si vous spammez les gens. Mais si vous, si vous avez des approches de merde et que les gens vous signalent, bah, ça ne dépend pas de nous. Mais en termes de volume, vous n'avez aucun risque et c'est On est des quotas qui protégé, oui. sont, voilà, qui sont mis par Alors, j'ai défaut. pas mal de questions aussi sur la question qui revient très souvent. Pareil, est-ce qu'on Ouais. met un texte ou pas une invitation? On sait que ça marche bien sans Très texte, bien, mais est-ce ça qu'il vaut tombe mieux bien, donner de c'est ma l'info? slide suivante. Ah, bah c'est parfait. Bonne Voilà. synchro. Donc, cette stat, elle est à prendre avec précaution, mais nous, on sait qu'il y a 10% d'acceptation en plus quand il n'y a pas de note d'invitation lors d'une séquence de messages automatisés, je précise. 10%, ce n'est pas 10 points, c'est 10%. C'est-à-dire qu'en moyenne, une invitation avec note génère 30% d'acceptation et une invitation sans note génère 33% d'acceptation. C'est des moyennes, donc ça ne définit pas toutes les campagnes. En fait, ce que ça traduit comme réalité, c'est que la plupart des gens ne savent pas écrire une note d'invitation qui augmente leur chance de se faire accepter. Pourquoi? Parce que souvent, elles vont chercher à vendre dans la note d'invitation. Et donc, quand elles vont chercher à vendre dans la note d'invitation, la personne, elle n'a pas du tout envie que quelqu'un vienne la spammer en lui demandant, en essayant de lui vendre un truc. Et donc, elle va souvent la refuser. Et c'est pour ça que laisser planer le doute en ayant un profil bien optimisé et en mettant pas de notes peut augmenter votre taux d'acceptation. En n'oubliant pas que la note étant l'invitation étant l'étape où si quelqu'un vous refuse, vous n'avez aucune autre possibilité, enfin vous en avez, mais en tout cas, c'est très difficile de réentrer en contact avec cette personne-là, vous avez intérêt à maximiser ce taux-là. Donc là, c'est très personnel, c'est à vous de définir si vous voulez mettre une note ou pas. Si vous mettez une note, elle doit juste être orientée en question ouverte pour marquer votre intérêt pour la personne, s'intéresser à son sujet, à sa problématique. Et si vous commencez à parler de vous dans cette note d'invitation et à parler de comment vous appelez, de votre boîte et de votre produit, mieux vaut pas de note d'invitation parce que vous aurez des taux qui vont significativement baisser. Donc ça, c'est la stat officielle qui est à interpréter d'une certaine manière et qui n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. De manière générale, en fait, on a une grosse problématique dans ces sujets, c'est qu'il n'y a pas de bon message, il n'y a pas de message parfait de prospection, parce que par définition, quand vous faites les mêmes choses que les autres, vous obtenez les mêmes résultats. Donc, je crois que c'est ma slide suivante sur les bonnes et les mauvaises pratiques. En fait, typiquement, quand vous accédez à un template, donc vous pouvez trouver des templates un peu partout, même nous, on en donne.
Le problème des templates, c'est que la plupart des gens vont copier-coller les templates et les réutiliser tels quels. Sauf que quand un template qui marche, il est arrivé jusqu'à vous, c'est qu'il a déjà été utilisé des centaines et des milliers de fois. Et donc, par définition, utilisé tel quel, il ne marche plus parce que les prospects que vous contactez ont déjà reçu 5, 10, 20, 30 fois le même message. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à assimiler. Et quand on donne des templates, ils ont envie de copier-coller, hop, de mettre leur nom dedans et c'est parti. Donc, un template, c'est très utile pour vous trouver de l'inspiration parce que souvent, il y a une structure et vous pouvez reprendre la structure du template pour l'adapter à votre cas et du coup, pour avoir un message qui soit unique, mais qui respecte certaines bonnes pratiques et certains, par exemple, frameworks de copywriting. Le deuxième truc qu'il ne faut pas faire, c'est, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est parler de vous. Moi, j'ai un petit truc. Vous relisez votre message de prospection. S'il y a écrit plus de 2 fois «je» dedans, vous pouvez recommencer. Vous avez parlé trop de vous. Vous avez 300 caractères. Si vous avez mis plus de 2 fois «je», c'est que vous êtes en train de parler de vous. Et en fait, les gens n'en ont rien à foutre de vous. Vous êtes en train de contacter des gens qui ont une vie, qui ont une existence, qui ont un métier, qui ont un travail, qui ont des trucs à faire et qui reçoivent un message de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui est en train de lui parler de soi, en fait. Et j'aime bien comparer la prospection à la drague au sens où vous n'avez aucune chance de repartir avec une fille si dans un bar, vous arrivez à voir et dire «Salut, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis, je fais ça dans la vie, tu veux venir chez moi?» Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut vous intéresser à la personne, il faut vous intéresser à ce qu'elle veut, il faut arriver à la séduire en fait. On est dans un exercice de séduction. Et la séduction, elle ne passe pas par parler de soi, elle passe par parler de la personne. Et en fait, c'est un problème juste d'égocentrisme d'arriver et de parler de soi. Et ça vous met tout de suite dans une situation où vous avez très, très peu de chances de closer derrière. Donc finalement, l'empathie est la clé. L'empathie est la clé pour moi à toute stratégie marketing et stratégie de vente. C'est de se mettre à la place de la personne que vous contactez, d'où l'exercice du persona, de créer une personne et du coup de se mettre à sa place et de se dire, OK, je reçois ce message, j'ai reçu 10 autres messages de prospection aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que je réponds à cette personne et pas aux autres? Et ça passe par l'originalité, ça passe par faire des choses qui, des fois, sortent un peu du cadre. Et je vais vous dire un truc un peu con, mais moi, mes campagnes de prospection qui marchent le mieux sont souvent celles où il y a une partie des gens qui m'envoient vraiment bouler. Parce que la campagne est suffisamment originale pour que ça en dérange certains, mais que les gens que ça ne dérange pas, ça soit suffisamment original et intéressant pour éveiller leur curiosité et pour démarrer une conversation. Et donc, des fois, il ne faut pas avoir peur de sortir un peu du cadre pour se démarquer des autres en imaginant que la plupart des gens que vous contactez, dès qu'il y a directeur, dès qu'il y a CEO, PDG, gérant, etc., ce sont des profils qui sont très, très, très sollicités sur LinkedIn et qui ont donc un minimum d'attention à vous accorder. Et donc, on ne cherche vraiment pas à leur vendre, on cherche à s'intéresser à eux, à leurs problématiques. Et une fois de plus, j'aurais bien aimé vous donner le message qui marche et vous expliquer la technique pour écrire un message qui marche à tous les coups. Il n'y en a pas. Et ça demande un petit peu d'itération. Donc, souvent, quand on commence ces campagnes, il faut tester 2-3 messages. Si vous lancez votre première campagne sur 2000 personnes avec une seule campagne, une seule approche, souvent, ce n'est pas une bonne pratique. Et on va chercher à plutôt créer 2, 3, 4 campagnes différentes au début pour essayer de voir ce qui prend le mieux, de regarder un peu les analytics et d'améliorer au fil du temps jusqu'à trouver une campagne qui est particulièrement pertinente. Et est-ce que tu as un exemple, toi, de message que tu as utilisé dans Wallaxy qui marchait pas mal, par exemple, tu vois, qui serait dans ton cas, en sachant que toi, tu vends du logiciel, est-ce qu'il y a quelque chose, ou est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à faire, toi, d'ailleurs, de prospecter sur LinkedIn directement des nouveaux clients, ou est-ce que toi, tu cherches à construire une audience et te positionner comme le spécialiste LinkedIn et pour que ça génère du trafic, ou les deux? Il y a plusieurs questions en une. Nous, aujourd'hui, on a 2500 nouveaux utilisateurs par semaine, pardon. La prospection ne représente pas un canal d'acquisition intéressant pour nous parce qu'elle s'adresse à un niveau de volume qui n'est pas pertinent pour nous. Aujourd'hui, nous, on utilise LinkedIn et la prospection uniquement comme un canal pour continuer à apprendre des meilleures pratiques et de tester des choses. Donc, c'est vraiment plutôt un canal d'expérimentation. Dans l'histoire de la boîte, on a beaucoup prospecté. Ça a été vraiment notre principal canal d'acquisition, si ce n'est le seul pendant les 6 à 12 premiers mois. Et dans les bonnes pratiques, j'ai quelques campagnes qui ont bien marché. Je pense à une en particulier où j'ai un peu contourné le truc et où je m'adressais à des experts marketing. Donc, sur LinkedIn, vous avez un filtre pour trouver tous les gens qui proposent des services en vente, conseil, marketing, etc. Donc, je les avais ciblés et je leur envoyé un petit message en leur disant ouais, salut, je viens de lancer mon outil et je cherche des retours honnêtes de consultants en marketing sur la proposition de valeur. Et je leur envoyais est-ce que vous auriez 5 minutes pour me faire un retour sur le site? Et je leur envoyais le lien du site. Et le site était suffisamment bien construit pour que la proposition de valeur leur parle
et que j'arrive à convertir des gars comme ça qui, du coup, reviennent vers moi. Ah, mais c'est super ce que vous faites, c'est l'outil, c'est génial. Donc, vous voyez, on cherche à être un peu original, à s'intéresser à Ouais. la personne. Et tout ce Mais qui je trouve ça consiste à très demander de intéressant. l'aide marche bien. Excuse-moi. Ouais, je trouve ça très intéressant ce que tu dis pour deux raisons. D'abord, je trouve que ton exemple est génial et moi, je pourrais l'appliquer tout de suite et je comprends pourquoi il marche et je comprends pourquoi il flatte la personne et Ouais, pourquoi ça l'implique. Donc ça, c'est vraiment bien. Et la deuxième remarque que tu soulèves et qui me paraît importante, c'est que finalement, voilà, c'est ce qui revient au truc du début. Il ne faut pas oublier les basiques. Finalement, tu ne vas faire de la prospection sur LinkedIn que si tu vends un produit qui est suffisamment cher pour que ce soit rentable finalement. absolument. Absolument. Pour moi, c'est difficile de dire comme ça, mais en dessous de 1000 euros par vente, c'est pas forcément rentable de faire de la prospection en LinkedIn. Ça va dépendre de votre business. Si vous êtes freelance, ça l'est parce que vous avez besoin de peu de clients pour rentabiliser. Mais si vous êtes une entreprise, en dessous de 1000 euros par vente, c'est pas forcément le canal le plus rentable pour vendre. Parce qu'en fait, vous avez plein d'autres cas d'usage. Moi, aujourd'hui, j'utilise beaucoup notre outil, pas forcément pour prospecter, mais comme tu disais, pour nourrir une audience, pour partager des contenus. Et ça, ce sont des choses qui marchent super bien, voire pour trouver des idées de contenu. Donc, attends, juste, j'ai quoi dans mes slides après? Oui, j'ai un petit passage sur la synchrono CRM. Mais pour finir sur cette partie-là, bah, par exemple, moi, un autre cas d'usage, donc pour vous donner un peu d'inspiration, que j'adore utiliser, je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn. Et donc, des fois, quand vous voulez commencer à créer du contenu, que ce soit LinkedIn, que ce soit un blog, de la vidéo, ou même trouver la thématique de votre futur webinar, il existe moi j'ai un petit hack, c'est que vous prenez le 16 Navigator, vous cherchez votre audience. Donc, par exemple, moi, je vais chercher les business développeurs, parce que c'est une de mes audiences clés. Et je vais aller chercher sur 16 Navigator tous les business développeurs en France qui ont moins de 3 ans d'expérience. Et je vais les contacter en leur disant, ouais, salut, voilà, je m'intéresse aux problématiques des business développeurs. Selon toi, quelles sont les 3 plus grosses problématiques dans ton métier aujourd'hui en termes de recherche de prospects, par exemple, pour trouver la bonne personne ou pour écrire ton message de vente? Et je vais avoir plein de gens qui, du coup, spontanément vont me répondre parce que je suis en train de leur parler de leurs problèmes. Donc, c'est cool. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à leurs problèmes. Et puis, je suis dans une approche un peu friendly. Donc, ils vont me répondre à leurs trucs. Je vais noter tout sur toutes les réponses sur un doc. Et ensuite, je vais structurer. Je me rends compte qu'il y a 3, 4, 5 problématiques qui reviennent beaucoup. Et là, je vais regarder. Soit j'ai moi-même la connaissance pour répondre à ces problématiques-là. Et donc, je peux créer un contenu qui y répond et potentiellement recibler toutes les personnes qui m'ont répondu pour leur dire, ah ben voilà, tu m'as répondu, j'ai écrit un article qui fait ça. Et donc, je vais apporter de la valeur à ces personnes-là. Et si je n'ai pas la connaissance en interne, je vais prendre ma recherche Sales Navigator. Cette fois, je ne vais pas mettre moins de 3 ans d'expérience, je vais mettre plus de 10 ans d'expérience. Et je vais contacter les business développeurs qui ont plus de 10 ans d'expérience. Et je vais leur dire, salut, en tant que business développeur expérimenté, voilà, j'ai noté qu'il y avait 3 problématiques qui revenaient chez les business développeurs. Comment toi, aujourd'hui, tu les gères? Et ils vont me répondre aussi parce que je m'intéresse à leur sujet. Je vais prendre toutes leurs réponses dans un doc et je vais pouvoir créer le contenu. Et on va pouvoir boucler comme ça sur plein de trucs. Et ça vous donne une machine à idées, une machine à savoir. Et en même temps, vous créez un réseau de gens à qui vous vous intéressez, avec qui vous avez des discussions et qui peuvent des fois amener à une vente en fait. Parce qu'ils vont vous dire, ah, bah, j'ai telle Ouais. problématique. Et vous allez pouvoir dire, ah, bah, ça tombe bien parce qu'on a aussi notre produit qui répond, ça te dit, on en discute, etc. C'est avant tout la conversation et la Ouais, vente éventuellement, en fait. C'est ça ce qu'il faut exactement. retenir. Exactement. C'est vraiment ça qu'il faut retenir pour moi. Et c'est bien vraiment ça l'erreur qui est souvent faite. Donc, C'est clair, c'est clair. Je pense que tout le monde démarre en se disant comment je propose. Et je le vois, moi, dans les invitations que je reçois, il y en a certaines, enfin, les erreurs que tu as décrites, j'en vois plein de ces gros pavés où bah immédiatement. oui. Parce que c'est la problématique aussi d'accepter des fois les invitations. Tu vois quelqu'un qui arrive et tu sens l'invitation, tu dis, oh, lui, il va Mm. m'envoyer un gros Bah spam oui. et ça ne manque pas. Et... Non, c'est très Oui. intéressant. Moi, j'accepte tout le monde parce que ça me nourrit de mauvaises pratiques et ça m'aide à bien identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais effectivement, pour quelqu'un qui n'a pas envie de se faire spammer, tu es tout de suite frileux à accepter un certain nombre de personnes qui sont en train d'essayer absolument de te vendre un service. Donc voilà, ça, c'est une certitude. Je pourrais répondre à toutes les questions après. Je fais un rapide passage voilà, sur la partie nos CRM. Donc, juste pour recadrer, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on est un outil d'automatisation en LinkedIn. Donc, on vous permet de faire de la prospection automatisée. C'est-à-dire qu'on vous permet de gagner du temps sur les envois d'invitations et de messages, de sorte que vous ayez plus de temps à consacrer à trouver la bonne personne et écrire les bons messages. Ça, c'est un truc qui est assez essentiel. Et du coup, là, on vient de sortir la synchronisation avec nos CRM qui vous permet, dès qu'une personne répond, donc je vais vous montrer le petit process. En fait, vous lancez votre campagne Walaxy. Donc sur LinkedIn, vous commencez à contacter des gens, etc. Vous allez avoir des gens qui vous répondent, donc ils vont être identifiés comme ayant répondu à votre message. Et là, dès qu'ils ont répondu, ils vont passer dans une étape un peu tampon, où toutes les 30 minutes ou toutes les 10 réponses,
on va exporter les profils LinkedIn sur nos CRM automatiquement. Donc, vous aurez fait la synchronisation. Elle rentre dans vos opportunités. Et là, après, vous n'avez plus qu'à gérer le suivi du prospect directement dans nos CRM. Si c'est une réponse négative, le supprimer. Et si c'est une réponse positive, potentiellement, l'entrer dans votre funnel. Ça vous permet d'avoir cette continuité où, en fait, vraiment, en plus, une campagne Wallaxy est matérialisée par étapes. Vous avez une invitation, un message, un deuxième message, un troisième message. Et donc là, vous avez cette continuité où troisième message, il répond, boum, première entrée nos CRM. Et là, vous avez vos étapes dans nos CRM. Ça vous fait une continuité d'expérience utilisateur qui est assez cool. Et voilà, on a sorti ça, c'est sorti hier. Donc, juste pour ce webinaire. Donc, c'est assez cool. Rapide. Moi, je tenais à dire rapidement Ouais. sur l'intégration. Vas-y. Donc, d'abord, moi, j'aime beaucoup Toinon. On s'est rencontrés, on a échangé. Et je pense que Wallaxy, c'est vraiment quelque chose qui est assez proche dans l'esprit de nos CRM. Ouais. C'est un outil simple, c'est facile Ouais. à prendre en main. Alors, évidemment, si on démarre sur LinkedIn, on peut être un peu perturbé par les campagnes, etc. Mais enfin, ça se prend facilement en main. Ça fait les choses simplement. Et nous, on a trouvé que cette philosophie, elle était vraiment bien et que ça valait le coup de faire cette intégration. Et bon, j'espère qu'aujourd'hui, la présentation de Toinon vous convainc que c'est vraiment un sujet intéressant et que surtout, ça vous donne d'autres idées sur comment attaquer votre prospection sur Ouais, LinkedIn. totalement d'accord. Ce n'est pas un partenariat qui sort de nulle part. On est tous les deux positionnés sur le fait d'avoir des outils qui soient les plus simples possibles et qui finalement prennent le moins de temps à prendre en main et essayent d'amener le plus vite possible à la proposition de valeur. Et donc, c'est aussi là-dessus qu'on s'est retrouvé dans les positionnements qu'on avait. On s'est dit que les outils étaient complémentaires et que ça faisait sens de les intégrer entre eux. Donc, je suis assez aligné et assez content de cette intégration aussi. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire. On a quelques ressources, nous, parce que c'est un sujet vaste. Vous voyez, on a des templates qui sont déjà pré-disponibles sur l'application et que vous pouvez choisir et personnaliser pour justement reprendre les formats et pouvoir lancer vos campagnes le plus vite possible. On a un blog qui est fourni de plus de 500 articles hyper quali sur tous les sujets, trouver son persona, optimiser son profil LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Une chaîne YouTube aussi avec les webinaires passés. Donc, si vous voulez plus de contenu, il y a un petit taf à se nourrir de ces contenus-là, un livre blanc. Et n'oubliez pas que ça passe beaucoup par tester des choses vous-même pour trouver l'approche qui vous correspond, qui correspond à votre cible, qui correspond à votre service. Et ensuite, itérer sur ce qui marche pour revenir dessus, quoi. Donc, Super. c'est bon pour moi. Euh, Parfait. J'ai beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui se posent des Cool. questions sur le Sales Navigator, c'est ça. Ouais. Alors, je pense qu'il y a la question sous-jacente, c'est ça coûte de l'argent, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans le Sales Navigator, mais notamment sur la qualité des filtres, est-ce que ça te permet d'avoir un ciblage bien meilleur et la deuxième question aussi, tu parlais à un moment donné de ciblage comportemental, plus par rapport aux interactions. Comment est-ce que tu récupères ça avec Sales Navigator? Comment tu récupères ces gens qui ont liké des posts pour les remettre après dans une campagne, par exemple? Ok, plusieurs questions. Donc, effectivement, le sujet du Sales Navigator, c'est un vrai sujet. En fait, je ne vais pas dire que c'est un outil parfait. Franchement, il pourrait faire tellement mieux, voilà. Mais pour répondre simplement, ça reste un outil indispensable parce qu'il y a certains filtres que vous n'avez pas sur les autres recherches. Et donc, sans ça, vous allez avoir des qualités de résultats qui sont significativement inférieures. Ça va beaucoup dépendre de qui vous ciblez. Plus votre cible est large, plus c'est facile d'utiliser une recherche normale. Plus votre cible est précise, plus vous avez besoin d'un Sales Navigator. Donc, par exemple, vous n'avez pas les années d'expérience sur la recherche normale, vous n'avez pas la taille d'entreprise sur la recherche normale. Et pour moi, ces deux critères-là, ils sont suffisants à valoir le coût d'un Sales Navigator. L'avantage du Sales Navigator, c'est que vous avez un mois gratuit. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a un truc où si vous annulez votre abonnement, vous offre 50% sur les 2 prochains mois. Ça, c'est des petits hacks pour avoir le Sales Navigator pas trop cher. En sachant qu'avec un outil d'automatisation, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre l'essai gratuit d'un mois de Sales Navigator, faire toutes vos listes de prospects, les importer dans l'outil d'automatisation et annuler votre abonnement. Et en fait, vous pouvez avoir 10 000, 20 000 prospects qui sont dans votre outil d'intégration, votre outil d'automatisation, et qui font que vous n'avez plus besoin d'utiliser Sales Navigator tout de suite. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, pour ce qui est des imports automatiques basés sur les comportements, vous n'avez pas besoin d'un Sales Navigator pour faire ceux que j'ai cités, qui sont les gens qui commentent un post, les gens dans les groupes et les gens dans les événements. Pour les groupes, il faut juste être membre du groupe. Et pour l'événement, il faut indiquer que vous participez à l'événement. Et après, un des trucs qui est cool avec le Sales Navigator, c'est que vous avez une fonctionnalité qui vous permet de faire des listes de prospects. Donc ça vous permet de parcourir un peu vos recherches et de faire des listes hyper qualifiées que vous allez pouvoir importer dans votre outil. Et pareil, vous pouvez faire des recherches enregistrées qui font que dès que des nouvelles personnes matchent avec les critères de la recherche, parce qu'ils ont modifié leur profil dans ce sens-là, boum, vous pouvez les mettre directement dans votre outil.
Et ça, c'est cool parce que ça vous permet, par exemple, vous voulez cibler tous les business développeurs qui viennent de prendre poste. Et bien, dès qu'il y a un changement et qu'ils rentrent dans votre recherche, poum, ils sont mis dans votre campagne. Et ça vous permet d'avoir un ciblage qui est comportemental et qui marche bien, mais qui, du coup, nécessite le Sales Navigator. Ok, il y avait d'autres questions sur les intégrations. Donc, il disait que ça s'intègre avec nos CRM ou Alaxy, probablement avec d'autres CRM. Je crois que toutes les autres intégrations, c'est au travers de Zapier, c'est ça? C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est la première intégration native qu'on fait qui est avec le CRM et tout le reste, c'est via Zapier. Donc il vous faut un abonnement Zapier. Vous verrez, on a des tutos qui sont assez simples pour mettre ça en place. Zapier ou Integromat et qui vous permettent après de vous synchroniser avec plus de 2000 applications. Donc peu importe le CRM que vous utilisez, normalement, s'il est un minimum sérieux, il est sur Zapier et vous pouvez faire l'intégration avec les deux. Il y avait une question que je trouve intéressante que je vais prendre d'ailleurs, c'est sur la problématique comment est-ce qu'on se positionne nos CRM et Walaxy par rapport à HubSpot. Et en fait, moi je vais répondre que HubSpot c'est une vraie grosse machine marketing. Hein. Je ne critique pas l'outil, c'est un très bon outil, mais vraiment focus pour moi sur la partie marketing. Et en fait, avec Walaxy et nos CRM, vous avez des outils qui sont plutôt spécialisés, un pur prospection, un pur sur LinkedIn, et qui se parlent. Bon, on aime bien cette approche assez verticale du SaaS avec des outils qui ne sont pas chers, simples à prendre en main, efficaces, que vous connectez entre eux. Après, HubSpot fonctionne évidemment. C'est ça. Si vous très êtes en bien train de sur la mettre en partie place une marketing, quoi. équipe de 50 personnes sur HubSpot et que vous voulez passer à 100 personnes dans l'année et générer des milliers de ventes, je ne pense pas que nos outils soient adaptés. Par contre, voilà, si vous avez besoin d'un outil que vous prenez en main simplement avec des personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la tech et que vous voulez des outils qui sont orientés sur l'efficacité, je pense que c'est le bon combo. Oui, tout à fait. Des questions sur le RGPD aussi, pas Ouais. mal. Je ne vais pas vous mentir que quand vous faites du scrapping LinkedIn, vous n'êtes pas parfaitement conforme au RGPD. On est sur des données qui sont B2B, B2C, c'est-à-dire qu'on est sur un peu une zone grise dans laquelle vous avez des données qui sont finalement des données d'individus, donc qui peuvent être considérées comme des données B2C, mais dans une approche B2B. Donc aujourd'hui, c'est une zone grise dans laquelle, nous, on part du principe que vu que la personne, dès qu'elle répond, elle sort d'une campagne, c'est OK d'aller prendre contact avec elle. Dès qu'elle répond, si elle dit je ne suis pas intéressé, ça la sort de la campagne. Donc, on n'est pas dans une approche spammy. Par contre, si vous commencez à exporter tous les emails perso pour les utiliser, puisque dès que vous rentrez en relation avec un prospect sur LinkedIn, il y a son email perso qui est disponible. Si vous commencez à récupérer tous les emails perso pour faire des campagnes d'emailing, là, vous n'êtes plus du tout dans la zone grise. Vous êtes en train de contacter les gens sur leur email perso et là, c'est plus RGPD du tout. Oui, c'est ça. Je pense que ce qu'il faut différencier, c'est que le RGPD n'interdit pas du tout la prospection. Après, il faut qu'il y ait une forme de consentement. Donc, quand quelqu'un accepte une connexion, il donne quand même son consentement à ce que tu le contactes sur LinkedIn. On ne peut pas considérer que son consentement implicite va jusqu'à lui écrire sur son email perso. C'est ça. Et du coup, je vois une question qui sort sur le fait qu'on a aussi une fonctionnalité d'emailing. Et dedans, on a un email finder. Donc, on s'intègre sur un outil qui s'appelle Drop Contact et qui, lui, construit et trouve des emails qui sont des emails pro et qui, du coup, sont parfaitement conformes au RGPD. Et donc, vous avez le droit d'envoyer des campagnes d'email sur ces emails pro qui sont trouvés via Drop Contact. Super. J'ai l'impression qu'on a bien nettoyé les questions. Et oui, après, pour aller plus loin, c'est difficile de faire une présentation qui couvre tout le sujet sans être trop lourde. C'est pour ça qu'on peut vous partager des contenus. Alors oui, c'est ça que je vais vous partager. Je vais vous partager tout de suite l'intégration, le tuto pour intégrer nos CRM et Walaxy. Comme ça, si vous voulez tout de suite aller voir comment on fait, vous verrez, c'est vraiment simple. On a déjà sorti le tuto. On vous diffusera aussi un lien pour tester Walaxy avec des avantages. Absolument. Ça, vous le recevrez par email très rapidement. On va vous préparer ça. Et comme on l'a dit, comme on l'a annoncé pour ceux qui ont pris en cours de route, il y a tout l'enregistrement qui sera là, des articles qui vont être tirés de cet enregistrement pour vous aider à démarrer. Vous retrouvez comme ça toutes les bonnes pratiques de Toinon. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai bien aimé quand tu as donné tes petits exemples très précis parce que ça permet, en fait, il y a toujours de la problématique de OK, la théorie, la conversation, mais ça veut dire quoi concrètement? Et tes exemples, je trouve que c'est des bons exemples concrets. Moi, je repars avec des idées. C'est super dur parce que le problème, c'est gratuits. que les gens ont tendance à reprendre les exemples concrets et à les copier-coller quasiment. Et du coup, on est tout de Ah suite non, dans l'approche il qu'il faut ne faut les pas avoir. adapter. Et c'est ça le problème. Mais je suis d'accord que c'est assez important. Voilà. Je vois quelques questions sur le fait d'avoir d'autres questions sur le produit. Les reportings Galaxy, bien sûr, vous avez de l'analytics pour suivre vos campagnes et tout. Normal, quoi.
Et du coup, ouais, bah, c'est une bonne. Du coup, l'une des Oui, qualités on va vers principales. l'offre en duo, tout à fait. En tout cas, des Ouais, réductions de l'un chez l'autre. ouais, Ça, c'est c'est ça. On n'a sûr. pas encore construit un package où vous pouviez payer à un seul endroit, mais vous avez des réductions l'un chez l'autre. Donc, bien sûr, avec plaisir pour partager ça. Et voilà, il y a quelqu'un qui dit que la meilleure qualité des commerciaux vendeurs, c'est la empathie. Et du coup, je suis d'accord. Pour les marketeurs et les commerciaux, pour moi, c'est à partir du moment où vous êtes capable de vous mettre à la place de la personne que vous allez contacter, cibler, par définition, vous avez fait 90% du travail. Tout à fait. Et c'est ce qu'on dit, nous, sur les commerciaux. L'écoute, c'est le point numéro un. C'est-à-dire, si Ouais, on passe son temps à essayer de parler, 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 non, la problématique, c'est qu'on est là pour résoudre le problème de quelqu'un, donc il faut écouter son problème. Et si on écoute bien son problème, on peut voir d'abord s'il y a un intérêt à essayer de le résoudre, s'il n'y a peut-être aucun intérêt. Et dans ce cas-là, on peut faire un deal parce qu'on l'aide. c'est ça. OK. Eh bien, écoute, super, Merci à super cool, hein. tous. Ouais, Merci merci à à tous tous. d'être venus aussi nombreux. C'était super. Merci toi, non, d'être venu. Avec J'ai adoré. plaisir. Trop cool. Eh bien, écoute, bonne fin d'après-midi. Salut à tous. Bon. À bientôt. Au revoir.